Madame, monsieur, bonjour et bienvenue sur la base aérienne 106 de Mérignac en Gironde, une base qui célèbre cette année ses 80 ans et pour l'occasion, l'armée de l'air lui fait un sacré cadeau, un beau cadeau puisqu'elle organise ici même l'un des deux seuls meetings aériens militaires de la saison, un meeting qui sera ouvert au public dès demain, mais en exclusivité pour les réseaux sociaux de France 3, nous allons vous proposer durant une heure d'en découvrir les coulisses, de découvrir les acteurs, les répétitions. Vous avez l'habitude sur les réseaux sociaux, hein. Vous n'hésitez pas à poser toutes vos questions et nous essaierons de les relayer auprès des différents acteurs. C'est parti, attachez vos ceintures pour une heure de vol sur nos réseaux sociaux. Notre premier invité n'est autre que le chef d'état-major de l'armée de l'air, le général André Lanata. Je disais en préambule, un beau cadeau, c'est un beau cadeau d'organiser un meeting aérien sur une base comme la base de Mérignac. Bonjour monsieur, je crois que ce cadeau est réciproque. C'est un cadeau peut-être que nous faisons à la région, mais nous connaissons l'attachement de l'armée de l'air à cette région et nous savons ce que nous le devons aussi compte tenu du nombre d'implantations de l'armée de l'air dans cette région. Et il nous semblait important au moment où la base aérienne de Bordeaux fêtait ses 80 ans de commémorer cet événement en organisant un meeting ici à Bordeaux. Oui, c'est ça, parce que vous parliez de l'attachement. En Nouvelle-Aquitaine, désormais, on a carrément toute la carrière d'un pilote, c'est-à-dire qu'il commence sa formation en Cognac, Tours, Cognac, et puis Cazaux, et puis éventuellement une affectation dans un escadron, pourquoi pas de l'armée de l'air du côté de Mont-de-Marsan, c'est ça? C'est exactement ça, et j'aurais même ajouté à votre description que nous avons également les écoles de formation de nos sous-officiers à Rochefort qui forment les mécaniciens Absolument. de l'armée de l'air, et même encore avant, les écoles des apprentis mécaniciens qui recrutent au niveau du collège des jeunes élèves dont 80% à l'issue de leur bac iront intégrer les rangs de l'armée de l'air. Donc vous voyez bien que nous avons un écosystème dans l'ensemble de la nouvelle région Aquitaine qui va finalement des tout jeunes élèves du collège jusqu'aux escadrons de chasse à Mont-de-Marsan, comme vous l'avez souligné. Alors on parlera des vocations que ça va peut-être susciter, ce type de meeting aérien, parce qu'on se souvient tous, enfants, d'avoir été parfois dans un meeting aérien, d'avoir rêvé pendant de nombreuses heures. Je voudrais qu'on parle de cette base aérienne 106 de Mérignac, parce qu'elle a un vrai poids historique au sein de l'armée de l'air. Alors évidemment, c'est une emprise historique de l'armée de l'air. Elle héberge aujourd'hui 3200 personnes, ce qui fait partie des grosses bases aériennes de l'armée de l'air. Pendant de nombreuses années, elle a hébergé des unités de combat. Nous avons réorganisé notre dispositif. Aujourd'hui, ils sont plutôt à Mont-de-Marsan ou à Cazaux, s'agissant de la région Aquitaine. Et puis, nous avons un attachement historique à la base de Bordeaux, compte tenu des événements qui s'y sont produits, notamment pendant la Deuxième Guerre mondiale, puisque personne n'ignore que le général de Gaulle a décollé d'ici en juin 40 pour rejoindre Londres. Après avoir dormi rue Vital-Carl. Il y a une importance, vous parliez de ce lien, alors certes il est très important, une forte présence militaire de l'armée de l'air en Nouvelle-Aquitaine, il y a un lien important avec le public, alors là aujourd'hui ce sont des proches de militaires qui sont là, mais demain ça va être le grand public, 40 000 personnes attendues, le public aime voir son armée. Alors, pour l'armée de l'air, c'est important. Vous savez, les militaires ne vivent pas retranchés derrière leur clôture. Les aviateurs vont au contact de la population et ces meetings sont l'occasion pour l'armée de l'air de montrer la présence de l'armée de l'air dans la nation. À travers ce type de manifestation, nous pouvons expliquer à l'ensemble de nos concitoyens que nous avons vocation à servir les missions qui sont réalisées dans l'armée de l'air pour leur sécurité, pour leur protection. C'est une des premières vocations de ce meeting. Et j'ai l'impression, alors c'est peut-être qu'une impression, qu'il y a une véritable volonté de montrer les savoir-faire ou de faire savoir les savoir-faire. C'est-à-dire qu'il fut une époque où il n'y avait que la patrouille de France, puis il y a eu la présentation du Rafale en solo display, c'est-à-dire un présentateur seul. Maintenant, il y a les Mirage 2000 en patrouille. Il va y avoir Alpha Jet également en pilote seul. Vous avez envie de montrer tous ces savoir-faire. C'est important. Nous avons envie de montrer ces savoir-faire qui sont en particulier illustrés à travers les présentations aériennes, celles que vous avez citées en particulier, mais il n'y a pas que cela. L'exposition statique qui se déroule sur les parkings montre d'autres savoir-faire qui sont indispensables au fonctionnement de l'armée de l'air que ceux de pilotes ou mécaniciens avions. Je pense aux commandos de l'air, je pense aux contrôleurs aériens, je pense aux pompiers, je pense aux infrastructures de l'air, ceux qui construisent nos bases aériennes déployées dans le désert, je pense aux systèmes solaires. Tout ceci nous permet d'expliquer l'ensemble des métiers de l'armée de l'air à nos concitoyens. Et il faut comprendre que pour former une armée de l'air, nous avons besoin de
tout cela. Voilà. Ce qu'on voit à travers les démonstrations aériennes, c'est finalement que la pointe émergeait de l'iceberg. Oui, le slogan, il y a quelques années, était toute une armée. C'est aussi à travers ce type de meeting que vous essayez de susciter des vocations pour susciter l'envie d'être membre de cette armée, pas forcément le pilote, mais ceux qui aident à la projection éventuelle. Alors, c'est une dimension importante du meeting que d'essayer de susciter des vocations en expliquant ce que nous faisons, des savoir-faire techniques autour des métiers de l'aéronautique, mais aussi des savoir-faire militaires. Il ne faut pas oublier que nous sommes une armée qui est là pour protéger les Français. Et ce n'est pas toujours évident pour l'ensemble de nos concitoyens de comprendre les missions que nous faisons. Et donc, si vous voulez, les démonstrations aériennes permettent d'attirer des personnes pour ensuite aller au contact des militaires qui permettent d'expliquer leur mission. Ça, c'est la première vocation, elle est extrêmement importante. L'autre vocation de ce meeting, comme vous le savez, est une vocation caritative. L'ensemble des recettes de ce meeting iront aux œuvres sociales de l'air, c'est-à-dire aux familles des blessés, aux familles des disparus qui, pour ce qui concerne l'armée de l'air, l'ont souvent fait sur les théâtres d'opération et ont combattu au péril de leur vie. Certains, malheureusement, ne sont pas rentrés. C'est important, cette présence sur le terrain, sur le territoire, dans l'Hexagone, de montrer que vous êtes là. Alors, je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, c'est important de montrer que l'armée sert la nation. Les meetings aériens sont une manière, parmi d'autres, d'exprimer cette proximité avec nos concitoyens et d'exprimer en quoi nous les servons et nous les protégeons. Et ça suscite une vraie passion parce que, par exemple, là, d'ici quelques minutes, les pilotes de la patrouille de France vont se rendre aux avions. Il y a derrière vous déjà plein de monde parce qu'on a envie de voir ces pilotes, on a envie de voir nos chefs de file. Alors évidemment, il y a plusieurs dimensions qui attirent. Incontestablement, les métiers de l'aéronautique attirent, les performances techniques, humaines, les performances individuelles des pilotes, mais collectives de toute l'équipe qui est nécessaire pour réaliser ces missions, attirent. Et puis ensuite, il y a évidemment cette vocation militaire. Je crois que c'est les deux dimensions qui se complètent pour former ce qui est finalement une tradition dans l'armée de l'air. Les meetings aériens autour desquels nous nous réunissons pour faire une fête aéronautique, mais aussi transmettre autre chose. Alors mon général, je vais m'adresser à l'ancien pilote que vous êtes, parce qu'il y a aussi des présentations statiques. Il y a des anciens avions, des anciens appareils qui ont été fabriqués pas très loin d'ici, d'ailleurs chez Dassault. Il y a notamment le Mirage F1 que vous connaissez très très bien. Qu'est-ce qu'il ne faut pas rater si on vient voir le meeting demain ? Je crois qu'il faut tout faire, il faut peut-être revenir aujourd'hui et demain, ce qui risque de prendre un peu de temps. Je crois que ce qu'il ne faut pas rater avant tout, c'est d'aller parler avec les militaires de l'armée de l'air, échanger avec eux, leur poser des questions sur leur expérience, sur leur métier, sur la dimension humaine de leur métier. C'est ça qui fait la différence, au-delà des performances techniques qu'on peut apprécier lors des démonstrations aériennes. Si vous aviez un conseil à donner à quelqu'un qui viendrait en famille demain pour voir, on attend 40 000 personnes demain ici même, quel conseil donneriez-vous? Qu'est-ce qu'il ne faut pas rater? Peut-être se protéger du soleil parce que je pense qu'il risque de faire beau. Je pense qu'il faut évidemment ne pas rater la présentation de la patrouille de France, évidemment ne pas rater la présentation du Rafale et évidemment ensuite peut-être aller voir tous les autres métiers qui contribuent à cette performance que réalise l'armée de l'air au quotidien en protégeant les Français là-bas sur les théâtres d'opération, ici sur notre territoire national. Merci beaucoup, mon général, d'avoir répondu à nos questions. Je vais vous reprendre le micro. On fait ça en direct. Je vous remercie beaucoup de nous organiser un tel meeting aérien. Je vais demander au commandant de la base de nous rejoindre. Merci beaucoup, mon général. Commandant, le général vient de le dire. On est là dans le cadre de... Il y a une tradition. Cette base aérienne, elle a une histoire. Et voilà, c'est pas anecdotique qu'on soit ici aujourd'hui. Ouais, je vous avais complètement raison. Et quelle histoire! 80 ans depuis sa création. Vous avez noté tout à l'heure avec le général André Lanata le départ du général de Gaulle le 17 juin 1940. Mais il n'y a pas que ça. C'est une base qui a connu pendant 30 ans le Mirage 4. On a appelé cette base de Bordeaux la base mère du bombardement et il y a bien une bonne raison. Tous ceux qui habitaient pas très loin ont le souvenir, les vieux comme moi, du bang. Ça c'était assez impressionnant. Alors je suis persuadé qu'ils ont au moins le souvenir des décollages dans un son assez exceptionnel de ce magnifique chasseur bombardier qui a tiré sa révérence il n'y a pas si longtemps que ça. C'était en 91 et dernier vol sur cette base. Et il y en a un là-bas. Exactement, et il y en a un là-bas.
Vous savez quoi? Sur les réseaux sociaux, dès hier, il y avait des gens qui évoquaient le plaisir d'entendre justement les avions décoller, les passages bas, ce qu'on ne connaissait plus. Et c'est un véritable plaisir parce qu'on voilà, on était tous habitués à ce rythme-là de la vie près de la base aérienne. Eh bien, c'est bien l'objet de ce meeting et de ce rendez-vous qu'on donne au public, que nous attendons nombreux demain, c'est de partager ce plaisir, hein, de partager le plaisir de l'aéronautique, notre plaisir d'être aviateur, et nos aviateurs qui sont là aujourd'hui ont déjà plaisir à recevoir le public demain. Donc c'est une journée plaisir demain. À titre personnel, mon colonel, ça restera marqué, j'imagine, dans votre carrière et dans votre mémoire. D'avoir organisé un tel meeting, c'est pas donné à tout le monde. Mon cher monsieur, ça l'est déjà. Ça l'est déjà parce que ça n'est pas le commandant de base qui organise ça, c'est une belle équipe autour de moi. Plus de 100 personnes y travaillent depuis un an. Et aujourd'hui et demain, nous serons près de 3000 pour accueillir le public. Donc vous voyez, le Voilà, parce commandant qu'il de y a une base... sacrée organisation, on est dans un contexte politique difficile, enfin, il y a plein de choses qui se passent autour de la base, donc il y a une contrainte supplémentaire pour vous en termes d'organisation. Alors, supplémentaire, non, mais il y a un devoir de sécuriser l'événement, tant pour les gens que l'on reçoit que pour l'événement en soi. Et puis d'un point de vue aéronautique également, il faut que ça se passe absolument bien et ça se passera bien. Alors que juste derrière vous, eh bien, on entend hein, le démarrage de la patrouille de France, les moteurs vont commencer à chauffer. Ils sont rentrés il y a à peine une semaine des États-Unis et ils sont au rendez-vous, ce qui est quand même une belle preuve de leur engagement. Conseil très pratique, si demain je veux venir en famille, comment je fais pour venir au meeting aérien? Alors demain en famille, on ne peut pas accéder à la base aérienne. L'avenue d'Argonne que nos concitoyens connaissent au moins bordelais sera fermée de 8h à 20h. Il faut utiliser les parkings extérieurs qu'on trouve sur notre site internet, qui est toujours d'actualité, ainsi que sur notre page Facebook et notre compte Twitter. Alors le général le disait, hein, c'est payant, mais ça va pour les œuvres caritatives de l'armée de l'air. Il en coûte combien de venir au meeting aérien? Alors c'est tout à fait ça. Alors pour les jeunes enfants moins de 12 ans, c'est gratuit. De 12 à 17 ans, nous demanderons 5 € pour acquitter le billet d'entrée et 15 € pour les adultes. Une fois qu'on est sur le meeting, mis à part la restauration, eh bien, tout est inclus sur le billet et on peut passer une très belle journée. Et alors ce qu'il y a aussi de particulier, certes il y a tout ce qu'on connaît de l'armée de l'air, mais il y a aussi des drones, il y a des courses de drones. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on connaît moins. Vous avez bien raison de le noter parce que ce meeting est très particulier, novateur pour certains côtés, dont les drones. Nous avons donc une activité drone dans un hangar qui est derrière vous, de 3800 m², dans laquelle des courses de drones, des démonstrations de drones vont être réalisées et sont déjà réalisées aujourd'hui. Et le public pourra s'initier au télépilotage. Et puis il y a la patrouille de France, parce que ça reste un grand classique. Mais ce qui est d'assez rigolo, on ne va pas le dire, mais le général a demandé à pouvoir voir la prestation de la patrouille de France. Il avait demandé parce qu'il voulait la voir, parce que ça reste un spectacle extraordinaire. Alors je fais partie de cela, j'aimerais bien la voir également, mais je suis persuadé que vous en faites partie également. Et les réacteurs commencent à tourner, vous l'avez dit, on les entend. Dans mon dos, je suis persuadé que les mécaniciens sont là et les pilotes sont déjà dans leurs avions. Absolument, c'est exactement ce qui se passe derrière vous. Je vous remercie beaucoup. Merci. On se donne rendez-vous demain donc au public pour ce meeting. On en attend 40 000 personnes. La PAF à surveiller, à regarder, mais il y a également un autre spectacle, c'est la patrouille des Mirage 2000D. Alors la patrouille de France, ce sera à partir de 13h45, mais avant cela, à ne pas manquer donc ces autres démonstrateurs en vol, les 2 Mirage 2000D, des couteaux Delta. On a pu obtenir quelques images de leur entraînement, c'était la semaine dernière, regardez. Merci. Autre démonstration à ne surtout pas rater au meeting aérien de Mérignac, eh c'est celle de la patrouille de France et nous avons le plaisir d'être avec son directeur, ancien leader, le lieutenant-colonel Gauthier, et puis l'un de ses pilotes, Athos 4, c'est votre nom de code, le commandant Nicolas. Il évolue au poste de charognard, vous nous direz dans un instant ce que c'est. C'est donc la patrouille de France sur la livrée américaine, parce que vous rentrez des États-Unis. Il faut que vous nous racontiez cette histoire, cette formidable aventure, un mois aux États-Unis avec ces avions qu'on ne peut pas ravitailler en vol. Déjà aller aux États-Unis, c'est un sacré pari.
on est même resté 2 mois aux États-Unis. Ça a été une formidable aventure humaine, avant tout humaine, parce qu'on a rencontré le peuple américain. On est venu leur délivrer un message de fraternité, d'engagement ensemble, de combat contre le terrorisme, d'armée de l'air qui travaillent ensemble sur tous les théâtres. Et on peut dire qu'on a été accueillis de manière formidable. Ça a été aussi une aventure humaine au sein de notre propre détachement, parce que pour amener 10 Alpha Jet aux États-Unis au mois de mars avec des températures aux alentours de moins 30 degrés au Groenland, ça a été une véritable petite aventure et qui a continué comme ça pendant 2 mois avec ce tour des États-Unis et c'est retour en France il y a guère qu'une semaine. Alors, le pilote qui est à vos côtés, vous êtes également pilote, mais comment vous avez vécu ce séjour américain? Eh bien, c'est une très belle aventure, comme l'a dit Gauthier. C'est très similaire à un détachement opérationnel qu'on a l'habitude de pratiquer dans les forces conventionnelles, dans la mise en place avec une mission qui est particulière puisque c'est une mission de représentation, donc ça impose quelque chose en plus. La grosse particularité, c'est qu'on a évolué sur énormément de sites, on se déplaçait à chaque fois, donc avec un gros dispositif à chaque fois qu'on se déplaçait, donc c'était une course contre la montre permanente et c'était une belle aventure, les échanges avec le peuple américain, au sein de notre détachement également, le travail avec l'équipage de l'A400M qui était l'avion de soutien, avec les équipes de communication de l'armée de l'air, etc. Tous ces échanges-là sont extrêmement enrichissants pour nous, en plus des vols qui sont extrêmement marquants et les sites qu'on a survolés qui étaient extraordinaires. Et puis il y a cette rencontre avec les Américains, parce que vous avez été leader de la patrouille de France. Mais quand on est dans l'avion, on ne sait que le plaisir du public après. Mais là, vous étiez parfois à côté d'eux. Le sentiment, c'était quoi? Ils étaient enthousiastes? Ils n'avaient jamais vu ça? Ils étaient extrêmement enthousiastes. Le fait de venir leur dire on est fiers d'être alliés avec les États-Unis depuis tant d'années. On voudrait vous remercier pour l'engagement que vous avez eu pendant la Première Guerre mondiale en 1917 et l'engagement qu'on a encore ensemble. On a reçu un accueil qui dépassait toutes nos espérances. On leur a peint des drapeaux américains dans le ciel et ils étaient complètement conquis. Et c'était un beau moment de voir la France aux États-Unis accueillie comme ça. Alors ceux qui nous regardent sont des passionnés d'aéronautique, pas forcément pilotes. Est-ce qu'on a le temps de savourer quand on est aux commandes et en démonstration sur des machines pareilles? On a le temps de savourer, c'est dur en vol. En fait, il y a énormément de concentration, donc on est focalisé sur le pilotage à l'instant du vol. C'est pendant les vols de transition qu'on profite du spectacle en fin de compte? Oui, on a la possibilité de voir quelques images, même si la tenue de place nous prend pas mal d'énergie, mais on a quand même le temps d'admirer un petit peu le paysage. Et c'est surtout la dimension des vols qui fait que c'est enrichissant. On a eu la chance de voler avec les patrouilles américaines, en particulier les Thunderbirds. Oui. Donc avec les Thunderbirds, ils ont pu monter à bord de nos avions et on est monté à bord des leurs. Donc c'était un échange qui était vraiment exceptionnel. Et pour nous, en tant que pilote de chasse, c'est quand même un honneur de pouvoir, nous, en tant que petits Français, montrer aux Américains ce qu'on est capable de faire avec nos petits avions. Et c'est un grand honneur, un grand privilège et on en est fiers après. Oui. Mon colonel, on vous a vu arriver, derrière nous il y a plein de gens qui nous regardent. Est-ce que vous arrivez, après tant d'années, à vous expliquer cette fascination qu'a le public français et les gens en général pour la patrouille de France? Alors l'expliquer, ce serait présomptueux, mais je pense que quand la patrouille de France arrive quelque part, quand elle fait une démonstration aérienne ou un passage, ça réveille un sentiment d'appartenance nationale, un sentiment de fierté d'être français. Et je pense que c'est ce qui fait cet attrait pour la patrouille de France. Ce ne sont pas simplement des pilotes, ce ne sont pas une équipe qui vient voir, c'est toute la France. Et le fait de venir voir la France, c'est quelque chose de merveilleux et je pense que c'est ça qui crée l'attrait pour la patrouille. Vous allez réaliser nombre de démonstrations au cœur de l'été. Vous allez terminer, je crois, vers le mois d'octobre, du côté du Pays Basque. C'est un rendez-vous qu'il faut déjà noter sur les tablettes, je crois. On a plusieurs rendez-vous au Pays Basque. On a un premier rendez-vous fin août, début septembre à Saint-Jean-de-Luz et un deuxième rendez-vous à Anglette, premier week-end d'octobre. Il faut le noter absolument dans les tablettes. À la chambre d'amour. Alors je vais m'intéresser aux Corésiens. Alors je l'ai noté, Bord, les Orgues, aérodrome, Talami. Ça vous parle encore ça? Oui, tout à fait. Oui. Donc je suis originaire de là-bas. J'ai passé toute mon enfance là-bas. J'ai grandi là-bas et adolescent, je pratiquais le vol à voile, le planeur à l'aéroclub du Sel à Talami effectivement. C'est possible. C'est pas une légende que l'on peut devenir pilote et pilote de la patrouille de France en ayant le virus dans un aérodrome?
Exactement, bah, je suis l'exemple, enfin voilà, en chair et en os, oui, que c'est tout à fait possible, il faut juste y croire. Et puis en fait, le principal atout qu'il faut avoir pour s'engager dans cette filière-là, je pense, c'est la passion. Être passionné, ça aide, c'est moteur pour fournir les efforts, pour travailler, ça aide à se relever quand on subit des échecs ou dans les moments difficiles, donc la passion. Mais la passion, ça se cultive un petit peu, et le fait d'avoir pratiqué dans un aéroclub étant gamin, c'est un catalyseur pour la passion et qui aide à mordre le coussin et à continuer jusqu'au bout, quoi. Alors j'ai une question à vous poser parce que j'ai dit à tout le monde je vais faire en interview le charognard. Et tout le monde m'a dit c'est pas très rock'n'roll comme nom. Ça vient d'où? Pourquoi le charognard? Quelle est votre position dans la patrouille de France? Et vous êtes destiné à quoi exactement? Donc le charognard, c'est le numéro 4 d'un patrouille, donc c'est un titre qui est un petit peu particulier. Les autres postes ont des noms un petit peu plus standards, intérieur gauche, intérieur droit, etc. etc. Moi, c'est le charognard. Alors, pourquoi le charognard? Il y a 2 raisons. La première, c'est tout simplement par ma place dans la patrouille. Je suis juste derrière le leader, donc en fait je mange en permanence ses fumées, d'où le nom de charognard. Et la deuxième symbolique, c'est le charognard. Quand on recrute un charognard, en fait il est destiné à devenir leader. Et donc quand le leader part, je ne le mange pas, mais je prends sa place. Donc d'où le nom de charognard. Voilà, c'est la double symbolique. Ce qui veut dire que donc dès l'année prochaine, vous serez le leader de la patrouille de France. C'est une sacrée responsabilité. Vous observez tout ce que le leader fait en ce moment? C'est exactement ça. Le poste de charognard, il sert à ça. C'est-à-dire de voir un petit peu l'envers du décor en tant qu'équipier, assimiler un maximum d'expérience, mais en étant déchargé de cette pression et de cette responsabilité-là pour se construire en tant que futur leader. Et voilà. Et au mois d'octobre, donc, j'aurai la chance de passer un cran devant. Mon colonel, vous lui donnez des conseils, vous regardez ses réactions. Là, c'est un exercice grandeur nature. La communication, ça fait partie de la communication aussi, le poste d'être leader de la patrouille de France. Bien sûr, la patrouille de France est un métier pour lequel on est obligé de s'intéresser, d'être proactif dans la communication. Donc je lui donne des conseils évidemment, et c'est un travail d'équipe avant tout. Donc on essaye de transmettre notre passion, d'expliquer pourquoi on est militaire dans l'armée de l'air, pourquoi on est fier de défendre nos couleurs. J'en profite pour faire un petit parallèle avec la région Aquitaine et l'armée de l'air. C'est une région sur laquelle l'armée de l'air est très présente, l'aéronautique en général est très présente, et si on vient à Anglette et à Saint-Jean-de-Luz, c'est pour commémorer le centenaire de la mort de Guynemer, et il y aura beaucoup d'événements comme ça dans cette région qui a une forte connotation aéronautique. On n'en doute pas. On vous remercie beaucoup. On va vous laisser aller aux avions. On vous souhaite une bonne démonstration et surtout un très bon week-end à la BA106 de Mérignac. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Il est 17h24, vous êtes bien sur les réseaux sociaux de France 3 en Nouvelle-Aquitaine et vous suivez en direct cette immersion au cœur des coulisses du meeting aérien des 80 ans de la base aérienne 106 de Mérignac en Gironde. Je le rappelle, vous avez l'habitude, vous n'hésitez pas à réagir, posez vos questions. On essaiera de se faire le relais, notamment auprès du présentateur Rafale qui sera notre invité dans un instant. Mais avant cela, vous le voyez derrière moi, les Alpha Jet ont enclenché les moteurs, ça veut dire que ça ne saurait tarder. Ce petit avion, l'Alpha Jet, c'est un biréacteur ultra maniable. Il lui permet d'avoir une manœuvrabilité parfaite dans un environnement relativement proche des pistes, en toute sécurité. Biréacteur, donc qualité de vol, faible rayon de virage. L'évolution que la patrouille de France réalise dans les meetings aériens se déroule à 550 km/h, ce qui permet d'avoir la possibilité de découvrir le spectacle en temps réel et de ne pas aller trop vite, de pouvoir savourer. Il y a 3 types de présentations. A priori, là, il devrait faire la présentation intermédiaire. Il y a une présentation beau temps, intermédiaire et mauvais temps. Et après, vous allez le voir, il décolle par grappe et se regroupe en différentes formations. Et donc, la vitesse de présentation va osciller entre 300 et 800 km/h. Et le plus étonnant, c'est que les pilotes sont à 3-4 mètres les uns des autres. Là, vous voyez, le leader vient de s'engager sur la piste, les autres vont le suivre. Ça veut dire que la patrouille de France va commencer sa démonstration. Les pilotes, au cours de ces 20 minutes de démonstration, vont encaisser un choc qui va aller de plus 7G à moins 3G. 20 minutes, 25 minutes de programme très intense donc. Et cet avion, cet Alpha Jet légendaire, ça fait plus de 30 ans que la patrouille de France vole dessus. Il a été développé par Dornier et Dassault. Dont une partie des chaînes d'assemblage de Falcon, des Rafales se trouve ici même, de l'autre côté des pistes, à Mérignac. Et c'est donc en voisin qu'Éric Trappier est venu nous rencontrer. Donc
en voisin, qu'Éric Trappier est avec nous, en voisin de ce meeting aérien de la base 106 pour les 80 ans. Éric Trappier, c'est l'occasion peut-être de rappeler déjà l'ancrage très aquitain de l'aéronautique. Oui, bien sûr. Dassault a toujours été fortement implanté ici à Mérignac. Tous les avions Dassault, que ce soit les avions militaires ou les avions civils Falcon, sortent de nos usines d'assemblage ici à Bordeaux-Mérignac. Donc c'est une terre ancienne pour Dassault Aviation. Pour s'en convaincre, il suffit juste de venir voir les appareils qui sont présentés de façon statique. Le Mirage 4 par exemple, c'est une partie de l'histoire de l'aéronautique. Tous les avions ont été sortis là, dont des avions mythiques comme le Mirage 4, le gros avion Mirage 4, bombardier stratégique, le plus gros avion qu'on ait jamais fait dans les avions de combat, qui reste pour nous une aventure absolument extraordinaire quand on l'a développé. Marcel Dassault parlait de la beauté d'un avion, un bel avion vole bien. Vous, en tant que capitaine d'industrie, parce qu'on vous voit de façon toujours très sérieuse, chef d'industrie, mais ces avions, ils vous parlent, ils sont beaux quand même, il y a un côté émotion quand même qui est indéniable. Tous les ingénieurs chez Dassault, et moi le premier, et tous ceux qui ont travaillé chez Dassault, c'est la passion. Donc la passion de l'aéronautique. Évidemment, on est des gens sérieux. D'abord, c'est une industrie sérieuse, c'est une industrie de haute technologie, mais c'est la passion qui nous drive. Donc c'est quelque chose qui reste ancré en nous. Ces meetings aériens, ces grandes rencontres, c'est l'occasion de rencontrer des clients, des donneurs d'ordre. Ce sera le cas dans un mois au Bourget. C'est important d'être présent. Alors c'est important d'être avec les donneurs d'ordre, de se voir, de se côtoyer. Mais ce qui est encore plus important, comme au Bourget, et ici on va le voir dès demain, c'est aussi la population qui vient. Nous sommes contents d'aller au-devant de la population française pour lui montrer la réalité et la qualité des produits français, de ces avions. On sait que les Français aiment leurs avions, aiment leurs armées et donc aiment leurs industriels qui sont au service des armées. Je le disais au début de cet entretien, vous, c'est en voisin. Il y a beaucoup de gens qui vivent, travaillent avec, pour ou grâce à Dassault ici dans la région. Oui, on est à la tête d'un écosystème important. On a la chance d'être dans une région qui, grâce à l'aéronautique, peut trouver de l'emploi, développe non seulement chez nous en direct Dassault Aviation, mais chez nos partenaires aussi, Thales, Safran, et aussi toutes les PME qui vivent grâce à cette implantation locale des grands donneurs d'ordre. Donc c'est tout cet écosystème qui vit grâce à l'aviation et en particulier aux Rafale et aux Falcon. La transition toute trouvée, on parle des contrats que vous avez signés, l'Égypte, l'Inde, le Qatar. On en attend d'autres, forcément, on y a pris goût. Alors non seulement on en a pris goût, mais je pense que nos clients commencent à totalement apprécier cette capacité française à développer des avions de haute technologie qui sont très opérationnels aux mains de nos forces armées, l'armée de l'air et de la marine nationale. Donc ce début de réussite, c'est aussi de bon augure pour le futur. Donc nous espérons poursuivre nos victoires et on le fera avec le nouveau pouvoir politique qui s'annonce, car dans le domaine des avions de combat, il faut que l'équipe France soit très soudée, c'est-à-dire le pouvoir politique, les armées, la DGA et les industriels de l'armement. Très concrètement, dans un calendrier proche, à moyen terme, dans combien de temps ? C'est toujours difficile à dire. Pour l'instant, on est dans une phase transitoire. Une nouvelle équipe gouvernementale va s'installer. Les discussions reprendront après l'installation de cette équipe avec un certain nombre de pays. Mais on a déjà évidemment du travail en Inde, par exemple, où on doit réaliser le contrat qu'on a signé l'année dernière des 36, s'installer en Inde, car nos clients veulent que l'industrie aussi s'installe dans les pays où nous vendons. Donc ce sont des partenariats gagnant-gagnant. Ça crée de l'emploi en France, ça va créer aussi de l'emploi en Inde et ça va aussi permettre de faire des nouveaux contrats. Alors c'est symbolisé par la photo qui est derrière vous, la dualité entre le civil et le militaire, la complémentarité, c'est très important. C'est ce qui vous permet de subir des trous d'air parfois et d'arriver à les passer. C'est fondamental, les cycles dans le civil et dans le militaire sont différents. Donc on peut voir des périodes où le civil va très bien, le militaire va un petit peu moins bien, on vend moins à l'exportation, ou le contraire, en ce moment par exemple. L'exportation du Rafale a été une grande réussite les 2 dernières années. Le marché civil est un petit peu plus mou. On équilibre, donc ça permet, et comme notre société est très duale, on peut faire passer des compagnons d'une chaîne
Falcon à une chaîne Rafale ou le contraire. Nos ingénieurs de bureaux d'études peuvent travailler soit sur les futurs Falcon, soit sur les avions de combat. Cette réalité de la dualité nous permet d'équilibrer nos charges de travail. Merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien. On parlait de dualité justement, de complémentarité. C'est le cas pour les essais en vol où les pilotes d'essais alternent entre Falcon et essais Rafale. Nous avons eu très exceptionnellement la chance de participer à l'un de ces essais. Il sera diffusé dans le cadre d'un reportage complet consacré au Rafale le 21 juin dans Enquête de région. Mais d'ici là, je vous propose d'en découvrir tout de suite un extrait. J'ai passé sur le dos. Allez, je passe sur le dos, on va stabiliser au niveau 185. Tout doucement, voilà. Je coupe la PC. Avancé déjà. Alors, avoir et en Rambert, prochaine mesure, exécuter une reconnaissance à distance, sécurité, 1000 mètres. Exécute VIE type, sécurité. 100 meters, 100. Alors c'était une émotion extraordinaire. Je vous donne rendez-vous le 21 juin, vous découvrirez les coulisses de la fabrication du Rafale qui est dans les chaînes d'assemblage juste à côté. Et puis donc ces vols d'essai qui sont organisés par les pilotes d'essai de Dassault pour mettre au point les appareils. On va rester dans le domaine du Rafale avec le capitaine Marty. Parce que vous, le Rafale, vous explosez tout son domaine de vol au public. C'est assez impressionnant. On a pu assister, alors que la patrouille de France va pas tarder à décoller, donc on arrêtera notre entretien pour que on commente ce qu'ils sont en train de faire. Mais oui, vous explosez tout le domaine tout le domaine de vol du Rafale, c'est ça? Exactement. Ça se dure combien de temps? Le but de la démonstration du solo display Rafale est de faire un condensé en 10 minutes, en moins de 10 minutes, du panel de manœuvrabilité, d'agilité, de puissance que peut présenter l'avion. Le but essentiel, c'est présenter à nos Français, à nos followers, nos fans d'aviation, ce qu'est capable de faire l'aéronautique française en termes d'avions de combat actuellement. Et on est, avec ce magnifique avion, à la fer de lance de ce qu'il est capable de faire. Alors ce qui est assez étonnant, c'est que jusqu'à présent, enfin pendant de très longues années, c'est Dassault montrait les capacités de son appareil. Maintenant, c'est l'armée de l'air qui le présente. C'est une volonté de montrer que voilà, vous êtes en totale maîtrise de cet appareil. Complètement. Depuis 2009, cette mission a été récupérée par l'armée de l'air et je suis le 4e pilote présentateur du Rafale. Il y a eu le capitaine Ruet, le capitaine Brocard, le capitaine Planche qui est maintenant mon coach et je suis le capitaine Martinez, le 4e présentateur du Rafale. Pour qu'on se rende bien compte, c'est 9 minutes d'un effort très très intense. Vous êtes de formation pilote de chasse, vous aviez de longues... Alors j'ai noté, hein, je ne vais pas retrouver là comme ça de mémoire le nombre d'heures de vol, mais vous avez plus de 1000 heures de vol. Alors effectivement, j'ai un peu plus de 3300 heures de vol sur des avions de l'armée de l'air, un peu plus de 1300 sur Rafale actuellement, un peu plus de 1000 sur Mirage 2000, puisque j'ai commencé sur Mirage 2000. Et donc tout ça cumulé donne une expérience. Une expérience, mais là c'est 9 minutes, c'est autre chose. Ce n'est pas le travail quotidien d'un pilote de chasse. Non, là c'est bien démontrer les capacités de manœuvrabilité de l'avion. En 10 minutes, on doit montrer qu'il est capable de voler très lentement, pouvoir avoir des accélérations très fortes, prendre beaucoup de facteurs de charge pour avoir des rayons de virage très serrés, montrer ses capacités en termes de combat aérien, sa rapidité de changement d'angle, de roulis, etc. Donc on essaie de composer notre ruban en
en plusieurs phases, une phase plutôt dynamique, une phase plus lente avec les passages lents, remise de gaz, etc. Et qui termine sur une phase très rapide. Le ruban, c'est donc toute la démonstration qui doit s'enchaîner, c'est ça? Exactement. On l'étudie d'abord, on la dessine sur un papier, on la projette dans notre esprit, puis après on la vole, on s'entraîne à des hauteurs un peu plus élevées pour pouvoir appréhender des figures compliquées sans trop de danger, sans trop de proximité avec le sol. Et après, au fur et à mesure, on joue tout le ruban en descendant et on finit à une hauteur de 150 mètres du sol avec une vitesse qui évolue entre 180 et plus de 900 1000 km/h. Alors cet avion, il est particulier, c'est un Rafale, Oui. mais il a des couleurs particulières. Ça a été peint, je crois, il y a quelques Tout semaines, récemment, oui. 3 semaines à Saint-Dizier, Oui. parce que cet avion, mais tout le monde le connaît. Alors que derrière vous décollent les premiers Alpha Jet de la patrouille de France, ouais, cet avion, il est connu de tous les amateurs. Alors, on a fait sa première sortie il y a à peu près une dizaine de jours pour un premier vol de démonstration à Saint-Dizier. Puis, à l'occasion de la présentation à notre chef d'état-major, le général Lanata, à Salon de Provence, qui a validé la démonstration 2017 et donc me permet de la présenter au public. C'est un avion standard? C'est un avion complètement standard. Il n'y a pas de modification sur l'avion. Si on lui mettait de l'armement ou des bombes, des réservoirs, il pourrait partir en opération immédiatement. Vous qui avez eu à mener justement des opérations pendant de très longues heures, vous me disiez tout à l'heure que voilà, on arrive à supporter le vol même sur de longues heures parce que ces avions-là maintenant sont très pratiques pour le public, enfin pour les pilotes, pardon. Oui, effectivement. Il a été conçu pour autour du pilote, le cockpit. L'intégration de l'homme dans la machine a été très bien pensée par Dassault Aviation et l'IHS, c'est l'interface homme-système, est très aboutie avec des commandes de vol, avec un mini-manche sur le côté droit pour pouvoir le piloter, une seule manette des gaz pour piloter les 2 réacteurs, beaucoup d'interrupteurs pour pouvoir communiquer avec l'avion, lui donner des ordres, en récupérer également. Et donc, j'ai eu l'occasion de faire une mission qui a duré plus de 10 heures, installé à bord, complètement attaché, et je ne les ai pas vus passer tellement c'était agréable. On a la climatisation, on a un confort parce que le siège est incliné. Et donc, non, en opération, malgré le stress qu'on peut avoir de bombarder une position ennemie, de ravitailler de nuit sous des conditions très turbulentes, Oui, c'est toujours un exercice difficile. Et là, sur les 9 minutes de présentation non plus, c'est aussi pratique, facile? Oui, le fait d'avoir incliné le siège en arrière permet d'augmenter notre capacité à encaisser, à supporter du facteur de charge. Et donc, on a une évolution qui part de moins 3G jusqu'à plus 10G5 environ. Donc ça veut dire 10 fois votre poids pendant Exactement. quelques secondes. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il y a du facteur de charge en permanence. À partir du moment où on a de la vitesse, oui, on aura du facteur de charge. Le maximum de temps que je puisse tenir sur la démonstration à fort facteur de charge, c'est de l'ordre de 9-10 secondes. Et on a un virage à un moment donné dans la démo qui atteint ce temps et qui atteint les 10G et il les maintient. Voilà. La puissance de l'avion nous permet, à une certaine vitesse, de maintenir ce facteur de charge et il pourrait même accélérer. Voilà, c'est assez impressionnant pour quelqu'un comme moi qui ne connaissait pas l'appareil de connaître cette puissance. La patrouille est en train de faire son évolution. Quelle est la différence par rapport à ce que vous présentez vous? La patrouille de France, c'est un groupe de pilotes de combat qui sont regroupés pour faire une formation à 8 Alpha Jet. C'est un avion d'entraînement qui est utilisé actuellement pour former les pilotes de chasse dans l'armée de l'air, à côté de Cazaux et également à Tours. Et ces pilotes de chasse portent nos couleurs via les fumigènes bleu, blanc, rouge qu'on voit se dégager de leurs avions et sont les ambassadeurs de notre pays à travers le monde. Ils étaient tout récemment aux États-Unis pour présenter notre savoir-faire en tant que pilote de combat et précision, formation, etc. Mais aussi montrer toute la capacité technologique qu'on a dans notre industrie aéronautique en France. Est-ce que vous supporteriez physiquement d'aller voler avec eux, par exemple? Est-ce que c'est le même effort qui est demandé au corps? Alors, il faut savoir que là, en vol à formation, ils n'utilisent pas toutes les capacités de facteur de charge de leurs avions. Si le leader prend le maximum de facteurs de charge, les équipiers ne tiendraient pas à côté. D'accord, ça veut dire que Donc, c'est quel niveau pour qu'on se rende compte? je pense qu'ils montent vers 7G5
par certains moments, mais dans les phases solo. Dans les phases qu'on voit actuellement où ils sont tous regroupés à 8, ils ont des facteurs de charge beaucoup plus réduits. La technicité est là dans la tenue de la place la plus précise, la plus fine possible pour rester en formation à 8. Voilà, là il passe derrière vous, 3 à 4 mètres d'écart entre les appareils. Vous avez le droit à un peu plus de largeur. Alors de oui, largesse. complètement. Je suis seul dans mon Rafale et donc je n'ai pas la proximité d'autres avions directs. Et donc je ne suis pas en danger. Mon seul danger, c'est le sol et le crash potentiel. Si je prends trop de facteurs de charge et que je ne le tiens pas, je tombe dans les pommes et je peux m'écraser. Et donc ça nécessite un entraînement particulier, un entraînement physique mais mental également pour se préparer. Le corps humain est très bien fait et au cours de ma démonstration, je sens mon rythme cardiaque évoluer en fonction des figures qui vont arriver. Alors là, la patrouille de France évolue quand on parle de leader, c'est-à-dire que tous les autres pilotes regardent leur leader. Oui. Et donc la charge et la pression, et le leader doit trouver exactement le bon cap, et pas commettre d'erreur. C'est déjà arrivé malheureusement. Vous avez un binôme, on a envie de dire, l'ancien présentateur Rafale, Tao, Exactement. qui est au sol. Oui. Et qui vous conseille si jamais, parce que ça va tellement vite, c'est tellement puissant qu'il faut qu'il vous donne des conseils. Alors, les conseils sont donnés pendant la phase d'entraînement. À partir du moment où j'ai été validé par l'inspection de l'armée de l'air et le général Lanata pour faire la démonstration, on part du constat que c'est bon, je sais faire mon boulot. Il est là juste pour assurer la sécurité. Un danger immédiat, une nuée d'oiseaux, un avion qui rentrerait dans la zone, il m'alerte, il m'annonce un stop démo et je me mets en attente quelque part, loin du danger. Peut-être, si j'ai le fuel, reprendrai la démo. Son but était de me donner des conseils pendant toute la phase d'entraînement pour... C'est le premier spectateur, on va dire. Ah oui, complètement. C'est lui qui va me critiquer pendant les premiers vols de séquence de voltige qu'on va faire, qui va me dire non, tu devrais prendre plus de facteurs de charge en début de figure, relâcher un peu, tu n'étais pas assez précis là, tu n'as pas maintenu suffisamment ton vol d'eau, etc. Alors là, on va se retourner, on va regarder ensemble, profiter du spectacle, parce que c'est quand même assez bluffant. Vous avez déjà volé avec eux? Oui, quelques Alors fois déjà. Alors, c'est très impressionnant la proximité des autres avions, chose que je n'ai pas l'habitude de faire si ce n'est en mission d'instruction avec d'autres avions de combat, mais en vol de démo, je suis tout seul. Donc la proximité, je ne l'ai pas. Tout ce travail est lié au son de la voix, au rythme du leader qui parle et qui commente les figures qu'il va enchaîner à ses équipiers. c'est qui ça, donc il y a des peuvent tops anticiper. qui sont donnés. Exactement. Alors, on l'a souvent vu, cette fameuse musique. On vous a vu tout à l'heure devant votre avion. On répète comme un skieur qui connaît sa piste. C'est tout à fait ça. C'est ça, hein. Le but est Ça devient un réflexe. Oui. Le but est d'adapter la démonstration au site sur lequel on va la voler. On va prendre en compte le vent, on va prendre en compte la position du public, on va prendre en compte beaucoup de paramètres et on se l'imagine dans la tête, on se la remémore. J'aime bien la faire évoluer au sol à côté de mon avion pour ressentir le vent, la position du soleil. Je me mets dans l'axe de la piste, l'axe de démonstration, qui va me donner des repères après. Ok, je dois partir sous 45 fuyants, j'aurai 7 tours éventuellement que je pourrais viser, etc. Donc, parce que tout se fait à vue, on ne pilote pas aux instruments. On a un head-up display dans notre avion Rafale. Tête haute. Exactement, c'est un viseur tête haute qui est extrêmement performant, à champ large, et ça permet d'être très précis. Et donc cette répétition, elle est très utile parce que ça vous permet de mentaliser, enfin d'avoir votre programme avant d'être dans l'appareil. Oui. Cependant, quand on a des démonstrations avec des météos un peu mitigées, où le plafond est un peu plus bas que d'habitude, il faut pouvoir changer en vol sur la démonstration mauvais temps. J'ai deux types de démonstrations, une beau temps, il me faut 3500 pieds pour la tournée, et une démonstration mauvais temps, il me faut à peu près 1500 pieds. Et donc, la décision, elle se fait sur la première manœuvre, la montée après le décollage, où j'estime la hauteur qui m'est nécessaire pour faire une beau temps ou une mauvais temps. Si j'ai la beau temps, je lance la beau temps. Si je ne l'ai pas, ben je pars sur une mauvais temps et je l'annonce à Tao. Là, on a par exemple la patrouille de France qui arrive derrière nous. Ils ont décidé quoi? Ils font un mauvais temps, une moyen Là, avec la météo qu'on a actuellement, je pense qu'ils partent pour une beau temps. Et par contre, ce qui est assez impressionnant, c'est que le public est là et le public a la... Alors, les gens sont bouche bée parce que c'est vraiment spectaculaire. C'est fait pour faire le show aussi, hein. Oui. Ils ont
Ils ont un vol qui dure à peu près 25 minutes, 30 minutes, dans lequel ils changent de formation, ils changent d'un groupe de 8, ils vont on appelle ça se splitter, se séparer en plusieurs petits groupes après, pour maintenir le devant de la scène et avoir toujours le plateau actif, avec des avions qui passent, des mises en place, etc., des rassemblements, des croisements avec les solos, etc. Et donc ça, c'est étudié au sol. Ils ont une déclinaison en 3 tableaux, je crois, beau temps, intermédiaire et mauvais temps, ce qui nécessite beaucoup de répétition. répétition au sol, mais aussi de souplesse d'esprit pour le leader pour pouvoir changer de démonstration éventuellement. Vous serez au Bourget, on l'imagine, pour la Oui, présentation. oui. C'est une sacrée responsabilité aussi parce que là, là on passe là, vous êtes là pour faire plaisir au public. Oui. Au Bourget, il n'y a pas que le plaisir du public, il y a aussi des éventuels acheteurs de l'appareil. Vous le savez, ça, j'imagine, vous en doutez. Oui, on a 2 missions essentielles. C'est la mission de ambassadeur de l'armée de l'air, donc susciter des vocations auprès des jeunes, montrer ce que font nos collègues qui sont restés dans l'ombre en opération extérieure et qui travaillent tous les jours, qui volent tous les jours pour lutter contre le terrorisme. Et donc, c'est une de nos missions. On est là aujourd'hui pour ça. Une autre des missions, c'est le soutien à l'export, puisque Dassault Aviation, s'il le trouve nécessaire, peut nous demander d'aller faire des démonstrations à travers le monde. On y était en février en Inde pour démontrer le Rafale, qui a acheté l'avion de combat Rafale de chez Dassault. En février, on était en Inde. En mars, on était en Malaisie. On aura le Bourget, qui est un salon aéronautique. Et le but, c'est bien de la vente de matériel, et donc l'avion. Mais ça fait travailler beaucoup d'entreprises en France, des sous-traitants, Notamment en Nouvelle-Aquitaine, énormément. Exactement. Vous avez l'usine Mérignac qui est juste à côté de chez Dassault, qui monte, qui assemble les Rafales. Et leur Thales. premier vol, chaque machine sortie d'usine fait son premier vol à Mérignac. Oui. À titre de spectateur lambda, quand on vous voit, nous on en prend plein les yeux, la patrouille est en train de faire le cœur derrière, on en prend plein les yeux. Qu'est-ce qui fait une bonne démonstration d'une mauvaise démonstration? Parce que nous, on n'arrive pas à voir la différence. C'est tellement bluffant qu'on se dit, mais c'est magnifique. Je veux dire que c'est le sourire du pilote quand il descend de son avion, Ouais, s'il est content de lui ou pas. Ouais. En fait, on l'a tellement volé, on est peut-être un peu exigeant sur soi-même quand on fait une démonstration. On détecte des erreurs qu'on a faites qui seront insoupçonnées par le public ou les non-initiés. Et la seule personne qui est à même de pouvoir me dire attention, là tu as fait cette erreur-là, c'est mon coach qui m'a suivi depuis toute la phase d'entraînement, qui sait comment va s'enchaîner la démonstration, etc. Et donc, à l'issue de chaque vol, on se retrouve, on débrief entre nous et il me donne les conseils pour améliorer la démonstration le lendemain. J'ai reçu des conseils de Tao à l'issue de mon vol pour améliorer la démonstration de demain. On se posait la question également en préparant cette émission. Il y a des femmes dans l'armée de l'air, beaucoup, Oui. très peu pilotes. Pas beaucoup. Ça s'explique. Je ne saurais pas l'expliquer. On a quelques femmes pilotes de combat qui volent sur Rafale. Physiologiquement, en fait, le siège éjectable a des contraintes d'utilisation. Un poids minimum et un poids maximum. Il faut avoir une certaine taille, certaine longueur de fémur, etc. pour pouvoir s'éjecter. Parce que ça reste très physique. Ça reste physique. Après, il faut pouvoir survivre à une éjection. Et donc, ils ont constaté qu'une personne trop légère, donc une femme qui pèserait dans les 50 kilos, ne serait pas apte à monter sur le siège éjectable. Et du coup, ça écrème énormément de personnes. D'accord. Il y a une contrainte physique, ouais. De taille, de corpulence. Et donc, ça écrème les femmes un peu trop légères qui seraient potentiellement aptes à voler et de très bonnes aviatrices et pilotes de combat. Et il y a notamment le leader de la patrouille de France qui l'a été. Et j'ai eu des collègues qui ont perdu malheureusement leur aptitude à l'issue d'un certain temps, qui ont perdu du poids et qui malheureusement ne sont plus pilotes à cause de ça. Oui.
En tout cas, on vous remercie beaucoup d'avoir pris ce temps-là pour répondre à nos questions. Demain, vous volez à quelle heure? Je crois que ça va voler aux alentours des 13 heures locales. 13h locale. Oui. C'est un spectacle qu'il ne faut absolument pas rater, comme celui de la patrouille de France qui est en train de se dérouler derrière nous. On vous remercie beaucoup. Merci Vous avez à un vous. avion magnifique et une présentation qui est absolument bluffante, qu'il ne faut absolument pas rater. On vous remercie de nous avoir suivis, d'avoir suivi ce meeting aérien sur les réseaux sociaux de France 3 en Nouvelle-Aquitaine. Meeting aérien ouvert au public demain matin à partir de 9h et jusqu'à 18h à Mérignac, ici même. Merci de nous avoir suivis et restez fidèles à France 3.